Passer d'une seule petite cellule microscopique à un être humain entier capable de courir, de réfléchir et de rire, c'est sans conteste la plus folle des épopées biologiques. Dans ce décryptage, on va retracer ce parcours monumental de la conception jusqu'aux premières années de vie. Ce n'est pas juste de la croissance, non, c'est une succession de transformations extrêmes et de défis mécaniques incroyables. Alors c'est parti, plongeons au cœur de cette machinerie fascinante pour comprendre comment se construit la vie humaine étape par étape. 50%. Pas 10, pas 20, 50%. C'est carrément le pic d'augmentation du volume de sang total chez une femme durant la grossesse. Le corps s'adapte de manière spectaculaire. Le cœur pompe plus fort, il bat même plus vite, avec 10 à 20 battements de plus par minute. C'est un effort physiologique monumental qui reste pourtant totalement invisible de l'extérieur et qui est déployé uniquement pour nourrir et soutenir le développement du fœtus et du placenta. Et cela nous amène logiquement à notre premier chapitre, la grossesse et ses mystères, ou plus précisément les prouesses physiologiques cachées de cette période. Il faut bien se rendre compte de la vitesse fulgurante à laquelle l'essentiel se met en place lors du premier trimestre. Regardez cette chronologie. À peine 5 semaines d'aménorrhée, donc depuis les dernières règles, et hop, le cordon ombilical se forme. À 6 semaines seulement, on observe déjà un cœur qui bat et le tube neural qui se ferme. À 7 semaines, c'est au tour du cerveau de commencer sa formation, et dès la 8e, il y a même l'apparition de tout petits mouvements. En un claquement de doigts, l'architecture de base est prête. Évidemment, construire un être humain de zéro, ça a un impact massif. Comme le souligne très justement cette étude parue dans Nature Neuroscience en 2017, la grossesse déclenche des vagues hormonales radicales et des adaptations biologiques sans précédent. C'est le corps maternel tout entier qui se reconfigure. Les reins travaillent jusqu'à 80% de plus, la capacité respiratoire s'ajuste, la digestion ralentit, bref, une métamorphose physiologique totale. Mais attention, l'adaptation de loin la plus bluffante, c'est dans le cerveau de la mère qu'elle se passe. On entend souvent parler du fameux mummy brain, ces petits oublis pendant la grossesse. En fait, c'est tout sauf un déficit. Il se produit un remaniement architectural tellement intense que la taille du cerveau diminue temporairement de 5 à 10%. Pourquoi ? Tout simplement pour créer une fenêtre d'immense plasticité. Le cerveau se spécialise pour décupler la réactivité maternelle, surtout face aux futurs cris du bébé. Tout revient ensuite à la normale. C'est quand même d'une intelligence remarquable. Passons maintenant à la deuxième étape de notre décryptage, l'épreuve de l'accouchement, le défi physique par excellence. Après 9 mois de croissance minutieuse, on arrive au grand final. De l'extérieur, l'accouchement peut paraître un peu chaotique, mais il suit en réalité une partition en 3 actes très précis. D'abord, il y a la dilatation. Sous l'effet des contractions, le col de l'utérus s'efface, se ramollit, puis s'ouvre jusqu'à environ 10 cm. Ensuite, c'est la phase de descente et d'expulsion où le bébé doit littéralement naviguer à travers le bassin. Et enfin, la 3e phase, la délivrance, qui correspond à l'expulsion du placenta et qui marque la vraie fin physiologique du travail. Et c'est justement pendant cette 2e phase, la descente, qu'on remarque un truc fascinant lié à l'évolution humaine. Contrairement à d'autres primates, le rapport de taille entre le bassin humain et la tête du bébé est extrêmement serré. C'est un vrai parcours du combattant. Pour réussir à franchir les 3 zones du bassin, le bébé ne peut pas descendre tout droit, c'est physiquement impossible. Il est obligé d'effectuer toute une série de rotations et de manœuvres complexes. À cause de cette mécanique hyper exigeante, ou s'il y a le moindre signe de mauvaise tolérance pour le bébé, la médecine moderne doit parfois prendre le relais. Si on regarde ces chiffres français, l'accouchement par voie basse reste heureusement la norme, à près de 79%. Mais on voit qu'environ 1 naissance sur 5 se fait par césarienne. Qu'elle soit programmée ou décidée dans l'urgence absolue, cette intervention permet de sauver la situation quand l'équilibre naturel de la naissance est compromis. Ce qui nous fait entrer dans notre 3e grande partie, l'adaptation du nouveau-né. Ces tout premiers instants de vie qui sont absolument critiques. La seconde même où le bébé vient au monde, il doit réussir un virage biologique express. La scène est vraiment saisissante, surtout si on regarde le sang. In utero, le fœtus ne respire pas. Ses poumons sont court-circuités. L'oxygène arrive du placenta et le sang emprunte 3 dérivations vitales pour circuler. Mais à l'instant où le bébé pousse son premier cri et qu'on climpe le cordon, le basculement est total. Les poumons se gonflent et prennent le relais de l'oxygénation pendant que les anciennes dérivations fœtales se ferment immédiatement. C'est un changement anatomique radical et instantané. Pour s'assurer que cette transition périlleuse s'est bien passée, les équipes médicales dégainent un outil redoutable, le score d'Apgar. C'est en fait le tout premier bulletin de notes du bébé. À 1, 5, puis 10 minutes, on évalue la fréquence cardiaque, la respiration, le tonus musculaire, la réactivité et même la couleur de la peau. Si on arrive à un score global de 7 ou plus, c'est gagné. L'adaptation à l'air libre est optimale.
Et une fois stabilisé, le nouveau-né n'est pas du tout passif. Il débarque avec un kit de survie intégré complètement fascinant qu'on appelle les réflexes archaïques. On y trouve le réflexe de succion pour se nourrir, les points cardinaux qui lui font tourner la tête s'il est effleuré, l'agrippement fulgurant de ses petits doigts, le réflexe de Monro en cas de sensation de chute ou encore la marche automatique. Ces réactions ne sont pas juste amusantes à observer, elles prouvent surtout que le système neurologique est bien connecté et prêt à affronter le monde. Cela nous amène naturellement à notre 4e volet, nutrition et allaitement. Plongeons dans la biologie complexe des tout premiers repas. Le voyage continue donc hors du ventre, et l'alimentation joue le premier rôle. Le lait maternel est une matière vivante prodigieuse, dont la composition s'adapte en temps réel aux besoins de l'enfant. Pourtant, les statistiques en France montrent une chute assez rude de la pratique. Alors que 56% des bébés sont allaités à la maternité, on tombe à 38% à 2 mois et seulement 23% à 6 mois. Et ce, malgré les fortes recommandations de santé publique, puisque le laitement est excellent pour le système immunitaire et participe activement à la prévention de l'obésité infantile. Mécaniquement parlant, l'allaitement est orchestré par un duo hormonal redoutable. D'un côté, on a la prolactine, qui stimule la fabrication du lait tout en procurant un effet anti-stress hyper apaisant à la mère. De l'autre côté, on a l'ocytocine, la grande hormone de l'attachement, qui, elle, va déclencher l'éjection du lait lors de la tétée. C'est une cascade biologique parfaite qui fait littéralement d'une pierre deux coups. Elle nourrit le bébé et scelle un lien émotionnel surpuissant. Et voici un détail absolument génial sur cette nutrition. La communication biologique entre la mère et l'enfant ne se coupe pas au moment où on sectionne le cordon. In utero, le fœtus mémorisait déjà les goûts de l'alimentation de sa mère via le liquide amniotique. Eh bien, incroyable mais vrai, il va retrouver ces mêmes notes gustatives dans le lait maternel. C'est une continuité secrète qui va grandement faciliter l'acceptation des nouveaux aliments lorsqu'arrivera l'étape de la diversification. Nous voici enfin à notre 5e et dernier chapitre, croissance et développement. Comment se construit la base psychomotrice ? Une fois passés les premiers mois rythmés par les repas et le sommeil, le nourrisson part à la conquête de son propre corps. Cette évolution motrice se fait avec une logique imparable, de haut en bas. À 3 mois, il arrive à tenir sa tête bien droite. À 6 mois, il tient assis avec de l'aide et commence à transférer un objet d'une main à l'autre. Autour de 9 mois, c'est l'autonomie assise complète et l'apparition de la fameuse panse entre le pouce et l'index, une révolution pour attraper les objets. Vers 18 mois, la marche autonome s'installe et l'enfant arrive souvent à utiliser une cuillère. D'un bébé gouverné par des réflexes, on est passé à un individu mobile et volontaire. On peut d'ailleurs lire cette maturation spectaculaire de la motricité fine à travers une activité toute simple, le dessin. À 2 ans, c'est la copie d'un simple trait. Vers 3 ans, l'enfant maîtrise le rond et trace ses premiers bonhommes têtards. À 4 ans, sur démonstration, le carré devient possible. Et il faut vraiment attendre l'âge de 5 ans pour que son cerveau parvienne à conceptualiser et dessiner un triangle. Chaque nouvelle forme est en réalité le reflet direct d'une victoire du développement neuronal. Tous ces apprentissages, menés tambour battant, reposent sur un super pouvoir, la plasticité cérébrale. À la naissance, le cerveau déborde littéralement de neurones. C'est une toile vierge avec un potentiel infini. Ensuite, c'est l'environnement direct, les voix, les interactions, les bruits, les objets manipulés, qui va sculpter et connecter ces réseaux neuronaux en permanence. En résumé, la génétique dessine les plans de l'architecte, mais c'est vraiment l'environnement et l'apprentissage qui construisent la maison. Quand on prend un peu de recul sur l'ensemble de ce parcours, depuis l'augmentation du volume sanguin maternel jusqu'au premier dessin de l'enfant, on ne peut qu'être sidéré par la précision de cette mécanique. Comment est-ce possible qu'une seule et unique cellule microscopique parvienne à orchestrer un voyage aussi long et périlleux pour finalement créer un être humain complexe, capable de penser, de marcher et d'aimer ? C'est sans doute le mystère le plus captivant qui soit. Bref, une très belle occasion de se rappeler à quel point notre simple présence ici, vivant et en bonne santé, est en soi un véritable miracle biologique.